l'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda culturel. Aujourd'hui, nous allons voir un spectacle pyrotechnique à Mouchamp. Nous allons rencontrer l'auteur de ce livre, François Duclos, un bien joli livre. Nous allons voir une exposition au château d'Ardelais. Nous irons même voir une comédie musicale très déjantée à Chalain. Et puis le coup de cœur de cette semaine, le coup de cœur de Grégoire, sera une troupe de théâtre à Torigny. Ce sera une comédie là aussi. Nous verrons comme chaque semaine vos autres sorties. Mais d'abord, allons à Mouchamp. Cette semaine où nous célébrons Clémenceau, allons à Mouchamp où le tigre est enterré. Ce week-end avait lieu un spectacle pyrotechnique signé Jacques Couturier. C'était vraiment pas mal. Regardez. Très beau spectacle, un peu court mais bon, bien animé. Très beau, un beau spectacle pyrotechnique. C'est très émouvant et vraiment ça m'a donné la chair de poule. J'ai eu les pleurs aux yeux au moment de la guerre de 14-18 là. La couleur et puis ça résonnait sur les cimetières. Pour une soirée, les auteurs de Mouchamp se sont fait grade d'un naturel, d'un spectacle, d'un hommage populaire à la mémoire de Georges Clémenceau. Georges Clémenceau est né le 28 septembre 1841 à Mouilleron-en-Parède. L'homme de 1914 qui va dans les tranchées à la rencontre des soldats, l'homme aussi qui est revenu en Vendée, cet homme qui a été si important pour la France. Donc vous avez énormément de choses à dire. Et le plus difficile, c'est justement de faire le tri dans tout ça. C'est-à-dire de ne retenir que le principal, sachant que ce principal doit être dans un spectacle comme le nôtre, le fil directeur. Donc ce fil directeur, il doit être sensible. Et il faut non pas seulement qu'il doit guider le spectacle, et en même temps, il faut qu'il soit à la hauteur, y compris de l'émotion. Je voulais que la terre parle, parce que le feu d'artifice, ça parle. Une terre qui, tout comme le ciel, s'est embrasée au feu des artifices et des lumières pour mieux relater la vie du tigre. Le vieil homme moustachu, appuyé sur sa canne, enveloppé dans son long manteau, arpente la boue des tranchées. Je crois que c'est aussi pour les jeunes générations, avec les phrases, pour leur éducation, leur formation. Je crois que d'avoir accompagné par des lumières magnifiques, je crois que c'est un thème assez sympa. Un feu d'artifice exceptionnel tiré sur les lieux mêmes où s'élèvera en 2014 le futur mémorial de la Grande Guerre en souvenir des 22 000 Vendéens morts pour la France, un lieu de mémoire à quelques pas seulement du bois sacré où repose le Père la Victoire. À travers un parcours scénographique, on pourra vivre quelques instants de la Grande Guerre à travers des objets, à travers des affiches, tout un tas de choses qui permettront de ne jamais oublier. Winston Churchill, admiratif, disait de lui: dans la mesure où un simple mortel peut incarner un grand pays, Georges Clémenceau a été la France. France Duclos, bonjour. Bonjour. Vous avez été enseignante, vous avez grandi en Vendée, ensuite vous êtes partie à Paris, vous avez travaillé comme conservateur au Centre Pompidou, à la Bibliothèque nationale de France, et puis il y a quelques années vous êtes revenu vivre en Vendée, et vous n'êtes pas revenu les mains vides, mais avec dans les bagages un manuscrit de ce qui va devenir, ce qui est devenu cette année d'ailleurs, un livre aux éditions Geste, aux portes des Olonnes, qui a un petit titre, sous-titre qui m'intrigue bien, moi. Oui. Les nombrils de Vénus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les nombrils de Vénus, c'est le nom de petites plantes qui poussent souvent aux portes des demeures de l'Ouest ou sur les perrons des demeures. Et ça ressemble à des petits trèfles minuscules. Vous voyez, c'est un petit peu je ne suis pas botaniste, mais c'est un petit peu dans cette famille-là. Et les nombrils de Vénus, c'est vrai qu'on n'en entend plus parler maintenant, mais dans l'enfance des gens d'ici, tout le monde savait ce que c'était, et dans la mienne aussi. Et en même temps, pour moi, après, ils ont une connotation. Les nombrils de Vénus, ça va devenir l'histoire de toutes ces jeunes filles dont j'avais envie de parler dans ce roman. Voilà, parce que c'est une histoire qui se passe en Vendée, une histoire bien vendéenne.
La Vendée, c'est là où j'ai grandi, où j'ai été élevée très très jeune, parce que c'est seulement le hasard de l'histoire qui m'a fait naître ailleurs qu'en Vendée. Une famille d'origine vendéenne, j'y étais très petite, j'y suis quasiment née. Enfin, j'ai été élevée là en partie, tout au moins jusqu'à mes études supérieures, puisque quand on faisait des études supérieures autrefois, il fallait quitter le département. L'université était à la grande ville. Comment on pourrait résumer votre livre fait un peu plus de 400 pages? Oui. C'est une vraie saga avec tout plein de personnages. Oui. Comment on pourrait résumer l'histoire? C'est l'histoire d'une famille avec ses racines. C'est l'histoire d'une famille vendéenne pendant la première partie du XXe siècle. La plupart des familles vendéennes à cette époque, c'est une famille rurale. Et mon idée, c'était, au travers de mes personnages, effectivement, de montrer, c'était peut-être un petit peu ambitieux, ce qui était finalement une généralité pratiquement du point de vue de la grande histoire, c'est la sortie de l'immense majorité des ruraux de leur village en plusieurs temps. Et ça a commencé surtout après la guerre de 1914-1918. On est sorti parce que la terre ne nourrissait plus, fallait aller chercher du travail un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, et de plus en plus loin. Donc cette famille, enfin c'est l'histoire d'une famille, mais elle est composée forcément de deux apports. Il y a toujours un ancêtre qui se marie, donc c'est deux familles, et ils sortent de leur village, ils vivent au rythme du temps qui passe, la vie de leur région pendant cette première partie du XXe siècle. Et on sent bien à travers les dialogues de vos personnages que finalement l'histoire, la grande cette fois-ci, vous tient quand même à cœur, parce qu'on trouve des références aux guerres de Vendée aussi, et puis on sent que vous avez envie de dire, un peu comme Pierre Péan, finalement, le journaliste qui, dans une blessure française, qui vient de sortir, dit que finalement, sur ses racines qui sont par là aussi, je crois. Voilà, tout à fait. Parlant de Cholet, lui, il me disait cet été qu'il avait découvert dans les soulèvements vendéens, pas forcément les soulèvements d'un peuple ignare et assujetti aux nobles, mais au contraire, en quelque sorte, des soulèvements de gauche, des premiers soulèvements de gauche. Et chez vous, on sent aussi cette envie, et dès le début du livre, de montrer que ces paysans avaient leur propre point de vue, n'étaient pas du tout, en tout cas vos personnages, n'étaient pas du tout des personnages... Tout à fait ça, ils ont conscience d'avoir, parmi leurs ancêtres, comme tous les Vendéens, bien sûr, mon histoire les situe issus des lignées des insurgés de 1793. Mais ils ont leur propre point de vue 100 ans plus tard, qui n'est pas du tout celui qui a été porté tout au long du 19e siècle. Bon, ils vivent à l'ombre des châteaux, ça c'est vrai, parce que dans les villages vendéens au début du siècle, on vivait quand même encore pas mal à l'ombre des châteaux, on travaillait la terre, mais la terre ne vous appartenait pas toujours, c'était souvent celle du châtelain, donc le châtelain employait des gens à la terre, dans sa domesticité, etc. Et donc forcément, le cadre est venu... un cadre de village vendéen, là, c'est pas une grande originalité. Les descriptions sont excellentes. On y est vraiment dans cette vie de métairies, avec dans cette vie rythmée par les saisons, l'hiver, l'été, les moissons. Vous avez beaucoup lu, vous êtes renseigné, comment vous avez fait? J'ai lu, je me suis renseignée pour essayer d'appliquer, car moi-même, je n'ai jamais été élevée à la campagne. On n'imagine surtout pas à 1800 et quelques. Et effectivement, même dans les années 50, j'aurais pu savoir. Seulement, j'avais, moi, une partie de ma famille vendéenne d'origine rurale. Et j'ai depuis très longtemps voulu, j'avais dans la tête toujours de situer quelque chose dès le début. Dès que j'ai eu envie d'écrire ce livre, j'ai voulu le situer dans un paysage, dans un terroir qui m'était familier. Et j'ai fait raconter, il y a encore une quinzaine d'années, à mes tantes, à mes grands-tantes, aux cousines de ma mère, ou etc., qui avaient... Vous savez, il y a une quinzaine d'années, elles pouvaient encore vivre. Je dis elles parce que c'est vrai que les femmes ont une place importante dans votre vie déjà. Je dis elles pour deux raisons. D'abord parce que les femmes sont en général vivent plus longtemps que les hommes, et puis aussi parce que
mes héroïnes sont des femmes d'abord, même si le personnage central, le personnage est un homme. Masculin central, c'était un homme, c'est Amédée, mais mes héroïnes sont des femmes. Elles sont en fait l'épine dorsale, mais non apparente, si je puis dire, de l'histoire. Avant de parler des femmes, de Camille, justement, des personnages forts de votre livre, on va continuer à parler de deux hommes. Cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas dans votre livre. C'est une exposition qui a lieu aux Herbiers, un peintre et un sculpteur. Je vous propose de regarder avec nous quelques images. C'est très intéressant, oui. Je vais vous montrer. J'étais imprimeur pendant 20 ans. Mais dès l'âge de 12 ans et demi, j'ai fait une école de dessin à Châtellerault. Et toujours avec une envie de progresser dans le dessin, je me suis installé comme graphiste. Alors ça me permettait de gagner ma vie avec le graphisme. Et puis je faisais l'été, d'après nature, de la peinture en extérieur, quoi. Et puis les choses ont évolué. Et à la fin, il restait à peu près 20% de figuratif dans mes toiles. Et à un moment, sans forcer, ça a basculé sur l'abstraction. Une abstraction qui fait de lui un créateur de formes et de couleurs, aux œuvres lumineuses, souples et douces, fruit d'une technique et d'une matière bien particulière. C'est fait avec de l'encre d'imprimerie. Alors, j'ai 8 couleurs qui font à peu près comme les notes de musique, et avec ça, je fais tout ce que je veux. Alors là, on est en phase d'œuvre récente. C'est 3 ans au maximum, où je travaille vraiment les formes, où je fais un effort dans les couleurs, très recherché, très estompé, c'est très sensuel. Là, dans le même esprit. Et ici, on va arriver sur une toile où j'ai retravaillé après cette partie-là pour arriver à épurer et les formes et les couleurs au maximum. Atteindre la pureté, l'équilibre, un aboutissement recherché par le peintre, mais également par son ami sculpteur, ou comment deux univers se complètent, se marient, pour le plus grand plaisir du regard. Moi, j'ai fait les écoles, et lui, autodidacte, et quelquefois, je lui apporte des suggestions dans son travail, notamment dans les lignes des épaules, du bassin, tout ça. Et lui, il m'apporte aussi dans la peinture, il a un problème de vue, il voit pas bien les couleurs, mais il voit les formes. Et il voit apparaître des choses que je vois pas. Et on retrouve des courbes, on retrouve une sensualité dans les sculptures qu'on retrouve dans ma peinture. C'est très très complémentaire, je trouve. 62 ans de peinture, 30 ans d'amitié entre deux artistes pour une exposition délicate et colorée. Je suis assez surprise à la mesure où moi, je suis pas une spécialiste en peinture et ni en sculpture d'ailleurs, mais en même temps, je ne suis pas si sensible que ça à la peinture plus moderne, ni à la sculpture moderne. Et c'est justement ces formes filiformes qui sont en peinture. Mais là, je suis touchée pour 2 raisons. C'est la couleur de ce peintre, effectivement, malgré le fait qu'il en ait effectivement parlé, mais mon premier coup d'œil, ça a été ça. C'est la couleur. On a envie de voir à cause de cette extraordinaire luminosité, cet impact des couleurs, et aussi ces formes longues qui évoluent très bien justement dans cette débauche de couleurs. Et donc l'exposition de Christian Bourbon et Michel Robet est visible jusqu'à la fin du mois au château d'Ardelais et aux Jusqu'à la fin du mois de novembre. Jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc il vous reste quelques jours. Si vous voulez aller la voir, il faudra se presser. Mais puisqu'on parle de château, revenons au vôtre. Au château de votre livre, Aux portes des Olonnes, que vous avez sorti aux éditions Geste. Nous disions juste avant l'exposition que c'est une fresque, une saga familiale qui s'étend sur une cinquantaine d'années. Nous avons parlé des hommes et puis nous allions parler aussi des femmes parce que les femmes sont un peu la colonne vertébrale de votre livre et je voulais que vous nous parliez peut-être de celle qui a le caractère le plus fort dans le livre, c'est Camille. Justement. Qui est Camille ? Alors, Camille est une des filles de la famille, c'est la fille aînée du héros principal, Amédée, celui qui sort de son village et va entraîner toute sa famille derrière lui.
Et Camille c'est mon héroïne. Ça, c'est sûr que je me suis laissée emporter par elle et j'ai raconté quelque chose qui au départ n'est pas prévisible. Même moi, je ne savais pas que j'allais finir comme ça. Parce que Camille est la fille aînée, elle n'a pas un tempérament fort, elle n'a pas fait de grandes études, c'est elle-même qui peut-être en a fait le moins, mais c'est l'aînée de la famille. Elle devra, mise devant des circonstances tragiques, remplacer sa mère, décédée trop tôt auprès des plus jeunes, et même en pratiquant elle-même un métier qui est souvent le métier des jeunes filles de son âge et de son époque dans ces milieux ruraux, puisqu'elle est couturière. Elle fait un apprentissage très jeune dans son village et ensuite elle va développer. Parce que c'est son père qui vient à la ville, mais c'est elle qui veut devenir, se voyant arriver entre-temps à la capitale, puisque le roman se passe dans la région des Olonnes essentiellement, mais tout de même, le titre ne le laisse pas prévoir la deuxième partie du roman. La famille est transplantée, est à La Roche-sur-Yon. Et dans la capitale, elle devient couturière. Et dans la capitale, elle vivra sa grande passion amoureuse. Et elle vivra aussi l'autre guerre. Puisque, sur une période très rapprochée, la France a connu deux guerres et la Vendée aussi, de ce fait. Mais des très beaux personnages, bien dessinés, bien crayonnés, très différents, dans ce livre Porte des Olonnes, qui fait quand même 400 pages, qui coûte 23 € aux éditions Geste Éditions. Un livre qu'il faut, je pense, lire pour jeter un autre regard sur la Vendée et puis pour passer aussi, pourquoi pas, un très bon moment de lecture. Merci beaucoup, France Duclos. Merci pour l'autre regard sur la Vendée. Bonne continuation. Et nous allons quitter maintenant un petit peu la Vendée et les métairies pour aller dans un cabinet d'avocats bien déjanté à Paris. C'est Grégoire Frard qui nous y amène. Effectivement, ce n'est pas vraiment à Paris, c'est une comédie musicale, cela se passe à Châlons. Regardez. À la base, c'était des amis, tout simplement, qui partageaient les mêmes ambitions, les mêmes joies pour le spectacle, que ce soit le théâtre, la danse, le chant, la musique. Et ils se sont tous retrouvés pour fonder une troupe, pour proposer des créations sur Châlons. Une belle aventure qui n'a de cesse de grandir en 10 ans, inscrivant d'année en année ses spectacles parmi les rendez-vous culturels chalandais à ne pas manquer. Une troupe jeune et dynamique qui officie dans un art aussi exigeant que singulier. Il faut savoir tout faire et le faire en même temps. Parce que par exemple, on chante en faisant des chorés et en mettant les expressions et tout ce qui va avec. On assemble différents arts pour pouvoir proposer un spectacle riche. Où chacun peut essayer de se montrer dans le domaine où il est le plus performant et en même temps essayer de travailler sur d'autres domaines où il est moins à l'aise. Une bonne comédie musicale, c'est une comédie musicale, pour moi, qui nous prend dans notre fauteuil dès la première chanson, en fait. Où il y a des bonnes chorés et des bons chanteurs. Pour son 14e spectacle, les Sigmaliens présentent une adaptation d'une comédie musicale jouée il y a encore peu à Paris au Palais des Glaces, la comédie musicale Chance. Tu vas bien travailler. Un spectacle complètement déjanté, qui bascule complètement dans l'humour et c'est un spectacle qui se déroule dans un cabinet d'avocats, dans un cabinet parisien. On représente plus une vie de bureau classique, avec des petits rituels comme jouer au loto tous les lundis et du coup l'intrigue c'est que on gagne au loto. Alors que va-t-on faire de l'argent qu'on va gagner? En fait, ce qui est facile, c'est qu'il y a toute une histoire et qu'avant de se projeter sur les 11 amis, les 11 personnes de la troupe, on se projette sur 11 personnages, on se les fixe bien en tête et après on arrive, on fait la distribution. Chacun a un rôle vraiment très défini. Habituellement, on est beaucoup plus. C'est la première fois qu'on est si peu, en fait. Et habituellement, on n'a pas toujours des rôles vraiment très définis. Il y a des chansons, des danses.
14 ans de scolarité et 4 ans à la faculté. Des personnages aussi drôles qu'attachants, interprétés par des comédiens au plaisir de jouer communicatif. Qu'est-ce qui vous rassemble chaque année ? La passion de ces moments-là, même s'ils sont complètement stressants et angoissants, on passe l'année à répéter pour ces 2 week-ends-là où on va être ensemble au théâtre et c'est génial. 99 millions d'euros, quel héritage! Voilà une vraie comédie antichrist qui sera encore jouée ce samedi soir, dimanche après-midi et dimanche soir au Théâtre du Marais à Challans. Et puisque nous parlons de pièces, allons aussi à Torigny. La troupe de théâtre de la commune a 61 ans, 60 comédiens amateurs qui créent l'événement dans la commune chaque année. Et pour cause, costumes et décors d'époque, Gaufraland tracte un grand enthousiasme. La troupe de théâtre de Torigny est le coup de cœur de Grégoire cette semaine. Regarde. Lucien pourrait t'entendre. Et que m'importe, je t'aime. Je ne veux pas de cet abandon. Le théâtre à Torigny, c'est presque une institution, un rendez-vous immanqué avec le public depuis 61 ans. Une troupe aux allures de grande famille où les générations se croisent et où chacun a son importance. Mon tonton Roger, mon papa Luversant, je suis Suzanne, la fille de Roger. Alors, le plus jeune doit avoir 8 ans, donc il fait de la figuration. Et le plus âgé, je crois que c'est 73 ans, si ma mémoire est bonne. Les comédiens de Torigny, c'est 30 acteurs, comme je le disais à peu près sur scène, mais c'est 60 personnes dans la troupe. Chacun a un poste bien précis et a son importance dans notre organisation. Donc au niveau de l'intendance, il faut évidemment du monde pour assurer les 2 entr'actes qui ont lieu chaque séance. Des gens à l'accueil pour assurer la billetterie, pour préparer les gaufres, mais également des maquilleuses, des coiffeuses. C'est vraiment de l'amateurisme et de la passion surtout, je dirais. C'est des gens qui aiment le théâtre, parce qu'on n'a pas d'école de théâtre, ou rien du tout, on fait ça naturellement. La passion comme ciment et le mélodrame comme pierre angulaire. Un choix, une spécificité devenue au fil du temps une spécialité, des mélodrames joués en costume et décors d'époque. Alors nous, quasiment depuis 60 ans, il y a eu une petite interruption au début des années 90. On joue un style de théâtre qui est le théâtre mélodramatique, qui était très joué avant l'apparition, dans la diffusion et la popularisation de la télévision. On a un public qui aime ça, ce théâtre traditionnel avec des décors, des costumes, avec peu de moyens parce que on a un petit peu de technique, c'est vrai, mais on se sert très peu de la technique, pas de vidéo, juste un éclairage, pour bien voir, mais pas de vidéo, pas de micro, ça reste vraiment du théâtre traditionnel dans une salle chaleureuse. Si on ne joue pas dans les décors, ni avec les costumes, ça ne peut pas marcher. Parce que le texte est adapté, c'est-à-dire que ça a été écrit d'une telle manière que c'est, disons, un texte des années 1900, même fin 1800. Et dis à ton père ce que tu as vu. Mais parle donc, ton silence me condamne. C'est un style de théâtre qui a été inventé au 19e siècle, qui a à peu près toujours les mêmes savoir-faire, les mêmes clichés, toujours une histoire avec une morale, les codes sociaux de l'époque, en gros les bons et les mauvais, c'est assez manichéen. Et la base de l'histoire, c'est toujours une injustice, à laquelle un personnage principal est confronté. Et toute l'histoire se déroule pour qu'il arrive à parvenir à surpasser cette injustice et que la vérité se révèle. Une injustice dont va être victime Roger Larocque, Roger Lahonte, héros malgré lui des 4 heures de spectacle porté par cette attachante troupe de comédiens, amoureux d'un théâtre traditionnel et populaire au charme d'antan. Voilà pour ce Roger Lahonte que vous pouvez encore découvrir à Torigny jusqu'à la fin du mois. Mais voyons aussi vos autres sorties cette semaine.
Mazurka, Maréchine, Avant-deux, Valse et bien d'autres danses ce dimanche à l'île d'Olonne lors du traditionnel bal annuel de l'association La Pagaille. Pour sa 9e édition, le festival vous propose une plongée dans le monde féerique des contes. À noter parmi les nombreuses animations, un apéro-conte vendredi et l'éperlu-déj dimanche. Marier la musique et le monde du silence est le programme de ce concert de guitare inédit donné à l'Aquarium le 7e continent. C'est un voyage au pays de la poésie que vous propose la compagnie Bouffon Théâtre pour un spectacle pour les enfants, Molière Jeune Public 2007. Danse et musique d'Irlande à Pouzauges avec le Avalon Celtic Dance. 1h30 d'énergie, un spectacle très visuel qui mêle l'ambiance du pub, le chant gaélique, les claquettes irlandaises dansées sur des airs endiablés. Rendez-vous artistique de ce début décembre, le marché de la peinturlure s'étoffe et vous propose un dîner-spectacle animé par un jeune humoriste jeunot, Romain Bonnet, et la partie musicale sera orchestrée par le couple d'hommes et des mesures. Les fonds récoltés lors de ces soirées bénéficieront à la construction d'une école à Madagascar. Voilà, fin de votre agenda culturel. La semaine prochaine, je vous apprendrai comment on fabrique une BD. D'ici là, très bonne semaine à tous. Feel some life, so many souls crying, how could this be? L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.